Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'or, le gaz naturel, le cacao et le pétrole. C'est parti. On va commencer par l'or, et il y en a beaucoup des choses à dire sur l'or. Je me souviens, il y a quelques mois, j'avais nommé ma partie sur l'or toujours plus haut, toujours plus loin. Et bien cette fois-ci, c'est toujours plus haut, toujours plus loin, encore. Et oui, parce qu'on a un or qui a atteint les 3500 $ l'once cette semaine. Alors là, au moment où je parle, on a rejeté un petit peu sous ces niveaux. On est vers 3350 $, mais ça reste des niveaux qui sont extrêmement impressionnants. Alors la hausse des prix de l'or, comme vous le savez, est due à l'incertitude mondiale concernant le commerce international et le dollar, notamment avec la guerre commerciale que livrent les États-Unis contre le reste du monde. Donald Trump a notamment tenté de saper l'indépendance de la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, ce qui pourrait conduire à l'abandon du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Entre le moment où j'ai écrit ces lignes et le moment où je fais cette vidéo, il y a eu un petit développement. Donc sur Twitter, Donald Trump a tweeté qu'il ne voulait pas licencier Jérôme Powell, excusez-moi. Cela dit, ça pourrait encore changer, et de toute manière, Jérôme Powell doit partir l'année prochaine en tant que président de la Fed, donc il terminera son mandat l'année prochaine. Trump souhaite une baisse des taux d'intérêt, comme vous le savez, mais d'après les probabilités estimées sur le marché, il y a 90% de chances que les taux restent inchangés lors de la réunion de mai. Maintenant, au niveau des ETF, les ETF continuent d'acheter de l'or physique avec plus de 200 tonnes qui ont été achetées depuis le début de l'année. Mars étant un mois très favorable, février également. La Chine, à elle seule, a acheté 95 tonnes d'or au premier trimestre. Alors sur ce graphique, on peut voir la demande d'or par les ETF, mois par mois. Et mars a été un mois qui a été très favorable avec 92 tonnes d'or achetées. C'est juste en dessous de février où c'était 100 tonnes d'or. Depuis le début de l'année, 226 tonnes d'or ont été achetées et ça commence un peu à ressembler au niveau qu'on avait en 2020 lorsque, face à l'incertitude, les investisseurs avaient non seulement investi dans leur physique mais aussi dans les ETF. Je voulais aussi vous montrer, donc sur ce graphique on voit en jaune le prix de l'or et en histogramme c'est la demande d'or par continent. Et on voit en bleu foncé, c'est la demande qui vient de l'Amérique du Nord, donc surtout en fait des États-Unis, et ça représente la grande majorité des achats d'or. Donc il y a beaucoup d'investisseurs américains qui veulent se couvrir face à la baisse du dollar, et c'est pour ça qu'ils s'achètent de l'or. L'or a atteint, donc, comme je le disais, 3500 $ l'once et a établi de nouveaux records, avec une hausse de près de 900 $ depuis le début de l'année, ce qui représente un rendement de plus de 30%. Goldman Sachs prévoit un prix de l'or à 3700 $ d'ici la fin de l'année et 4000 $ d'ici mi-2026, avec un possible pic à 4500 $ en cas de tension sur les marchés. HSBC note que les hausses actuelles du prix sont motivées notamment par l'incertitude commerciale et le statut des États-Unis, alors qu'il y a 45 ans, on avait une autre très rapide hausse des prix de l'or, mais c'était plutôt dû à la crise pétrolière, donc c'est assez différent. Techniquement, qu'est-ce qu'on a? On a un grand support long terme à 2300 $, mais si on se rapproche un petit peu, on a quand même surtout un support à 3000 $, et ensuite on est vers 3150-3200 $ pour la moyenne mobile. On n'a pas vraiment de résistance, de grande résistance, vu que on a tout cassé, on a un mouvement qui est presque parabolique au point où on en est. Mais si on venait à rebaisser, on aurait un vrai support psychologique à 3000. Maintenant, on va parler du gaz naturel, où on a des pressions sur les prix. Si je me souviens bien, on est vers 3 $ sur le gaz naturel, donc on est franchement en dessous de ce qu'on avait été dans les dernières semaines. Les prix du gaz ont subi des pressions lors de la vague de vente lundi, et ça a notamment comblé l'écart après le dernier roulement des contrats à terme. Bloomberg Nef prévoit des stocks de gaz inférieurs à 10% à la moyenne quinquennale cet été et a indiqué des températures élevées et des exportations importantes avec une croissance limitée de la production, ce qui est plutôt positif pour les prix du gaz. Comme vous le savez, l'hiver est terminé, mais la consommation de gaz, elle, reste généralement importante pour le chauffage pendant cette période.
Au niveau des prévisions de température, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'Est, la partie centre et Est des États-Unis, vu que c'est surtout là où il y a du chauffage. Et là, les températures sont supérieures aux moyennes de saison, donc c'est plutôt baissier pour la demande de chauffage. Maintenant, la production de gaz a atteint 106 BCF dès lundi, donc en hausse de 7% en glissement annuel, alors que la demande, elle, est en baisse de 7,3%, et les exportations sont aussi en baisse de 5,6%, donc les exportations de GNL évidemment. Donc tout ça, ça représente des grosses pressions baissières sur les prix du gaz naturel. La demande des centrales électriques par contre reste soutenue avec une hausse de 6,4% pour la semaine qui s'est terminée le 12 avril et 3,7% sur 52 semaines. Alors qu'est-ce que nous montre ce graphique? C'est le maximum à 5 ans ici, le minimum à 5 ans ici, là c'est la moyenne à 5 ans et là c'est cette année. Et donc on a des stocks de gaz qui ont diminué plus fortement lors de la saison de chauffage, c'est ce qu'on voit ici en bleu. Mais ils ont également commencé à remonter beaucoup plus rapidement et actuellement les stocks de gaz sont revenus à un niveau proche de la moyenne quinquennale, donc c'est relativement équivalent à ce qu'on avait précédemment. On va maintenant parler du cacao avec une demande qui est moins faible que prévu. Donc comme vous le savez, hein, ça a été un peu la bérésina sur le cacao avec une offre très faible et on commençait cependant à avoir une offre qui s'améliorait alors que la demande, elle, était en forte diminution. On prévoyait des demandes en diminution de 5% et finalement c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc les données de l'American Chocolate Manufacturers Association a montré une baisse de la transformation de cacao de 2,5% seulement, alors qu'on attendait une baisse de la demande de 5%. Pareil pour les données européennes qui sont seulement en baisse de 3,7 et 3,4%, alors qu'on attendait une baisse de 5%. Et donc ces données sur la demande pourraient réduire l'excédent prévu par l'ICCO, donc l'Agence internationale du cacao, qui prévoyait un excédent de production de 142 000 tonnes, et finalement on serait plutôt sur un marché à l'équilibre. Rabobank prévoit une production de cacao décevante pour la mi-saison en raison du retard des pluies, avec des résultats décevants au Ghana et en Côte d'Ivoire, et les journalistes de Bloomberg ont aussi observé que les plantations de cacao étaient instables en Afrique de l'Ouest, avec notamment des problèmes persistants de sécheresse et des maladies des arbres. Donc on aurait une offre qui serait moins bonne que prévu et une demande plus forte que prévu. C'est pour ça qu'on a des prix qui ont augmenté assez fortement, on revient des 7700 là, et on est plutôt sur 8700 $ sur le cacao. On a un gros support à 7000 $, et ensuite on aurait une résistance autour des 10 000. On a aussi une résistance que je vois à peu près ici, autour de 9200 $. On va finir avec le pétrole, où la demande est toujours soutenue. Les prix du pétrole se maintiennent à leur plus haut niveau depuis 2 semaines, avec notamment un WTI autour de 63 $ le baril, et un Brent autour de 66-67 si je me souviens bien. Le prix a connu une baisse en début de semaine, notamment limitée par la faiblesse du dollar américain, malgré une forte correction à Wall Street. Un dollar faible, ça rend forcément les matières premières libellées dans d'autres devises plus attractives, et le pétrole est sous pression en raison des négociations positives entre l'Iran et les États-Unis, ce qui pourrait lever les sanctions sur les exportations du pétrole iranien. Des sanctions ont récemment été imposées aux entreprises chinoises importatrices de pétrole iranien, ce qui limite l'offre. Au niveau des positions spéculatives nettes, elles ont légèrement rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 2010-2011. C'est ce qu'on voit ici vous pouvez voir les positions spéculatives nettes. C'est tellement peu qu'on le voit à peine, mais ça monte légèrement. Au niveau des contrats à terme, le pétrole est en backwardation à court terme, ce qui indique qu'une crise avec destruction massive de la demande n'est pas vraiment prévue par le marché. Et à long terme, un contango se forme, ce qui suggère une offre excédentaire importante, potentiellement liée à la reprise de la production par l'OPEP+. Et je vous en parle souvent, on a un crack spread qui est élevé, et un crack spread élevé, ça veut dire que les marges pour les transformateurs sur les produits sont élevées, et ce qui indique une demande qui, elle, est soutenue, et un possible détachement du marché physique par rapport au marché à terme. Techniquement, qu'est-ce que nous fait le WTI? On a un gros support à 58 $ le baril et une résistance à 65, et si on casse cette résistance à 65, on pourra aller chercher les 70-70.
Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, pardon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager avec vos amis. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathéis Mouflet pour XTP.